Donc bonjour à toutes et à tous. Nous serons deux également pour vous faire la présentation aujourd'hui. Donc Michel Salomon ici présent et moi je suis David Lemani. Nous sommes tous les deux enseignants-chercheurs au département, à l'Institut FEMTOST de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et l'objectif de la présentation, c'est de vous montrer un petit peu les travaux qui sont réalisés au sein de l'équipe de recherche. Donc la présentation, elle s'articulera autour des points suivants. Un bref historique, mais j'irai vraiment rapidement puisque ça a été très bien fait par nos prédécesseurs. On s'attardera un petit peu plus sur les raisons du succès actuel du deep learning. Les recherches que l'on mène au sein du laboratoire sont particulièrement centrées sur le deep learning. Donc on essaiera de comprendre pourquoi, depuis 6-7 ans, le deep learning connaît le succès, entre guillemets, que l'on connaît. Ensuite, on abordera les concepts clés. On ne fera pas de maths, je vous rassure. On restera sur la surface de ces concepts. Et puis, Michel vous présentera des exemples concrets de ce qu'on fait au sein du laboratoire. Alors, rapidement, le laboratoire, l'Institut FEMTOST, c'est, si je ne me trompe pas, environ 800 personnels sur l'Institut. Donc, si ce n'est le plus gros, ça doit être un des plus gros centres de recherche publique en France. Il s'articule autour de 7 départements, essentiellement des départements de physique, en mécanique appliquée, en optique, en micro-robotique, et puis un département d'informatique, le département d'informatique des systèmes complexes, dans lequel nous travaillons avec Michel. Et dans ce département, on a une thématique, donc la thématique des systèmes dynamiques et de l'intelligence artificielle. Alors, dans sa version Deep Learning, c'est une thématique jeune au sein du laboratoire. Ça fait environ 3 ans qu'une demi-douzaine de collègues travaillent sur cette problématique plus spécifique du Deep Learning. Alors, sur l'historique, encore une fois, je passe très vite. Je vais juste m'attarder sur deux dates. 1998, c'est l'apparition des réseaux de neurones convolutionnels par Yann LeCun, qui est actuellement le big boss de l'IA chez Facebook. On va dire que c'est un petit peu le réveil du connexionnisme, donc des réseaux de neurones, un réveil qui a duré une petite dizaine d'années, jusqu'au tournant des années 2000-2010, avec le boom du deep learning. Donc on va essayer de voir pourquoi, à cette période-là, le deep learning a connu le succès que l'on connaît actuellement. Il y a des raisons objectives, des raisons techniques qu'on va voir tout de suite. Donc, on a déjà vu le schéma là précédemment. Le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning qui lui-même est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. L'idée du machine learning, vous l'avez vu, c'est ancien. C'est de se dire, ça part d'un constat, c'est de se dire que pour certaines tâches, l'algorithmique classique, l'informatique on va dire classique, est difficile. Par exemple, reconnaître un chat dans une image ou un chien dans une image, c'est quelque chose qui est difficile. Donc les algorithmes classiques donnent des résultats, mais c'est difficile et c'est pas très concluant, c'est pas très très bon. Donc l'idée du machine learning, c'est d'essayer de faire apprendre à un nouveau type d'algorithme qu'est-ce que c'est qu'un chat. Donc on va envoyer un certain nombre d'images à cet algorithme qui va apprendre sur ces images et qui, normalement, au bout d'un certain temps, va être capable de deviner tout seul. Alors attention, il n'y a absolument pas de magie là-dedans. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de mathématiques. En particulier, quand on va parler de deep learning, c'est beaucoup de calculs matriciels, beaucoup de produits matriciels, beaucoup de produits matrices vecteurs. Donc c'est pas magique. Donc un des premiers exemples du machine learning grand public, on va dire, ça a été les filtres anti-spam. L'idée, c'était, on a donné à nos algorithmes, pendant une phase d'apprentissage, des mails qu'on a étiquetés spam ou non spam. Et au bout d'un moment, nos algorithmes ont été capables de détecter plus ou moins bien les spams dans des nouveaux mails. Donc ça, c'est l'idée générale du machine learning, l'idée générale qu'on retrouve dans le deep learning, sauf que le deep learning, lui, va utiliser pour résoudre tout ça des réseaux de neurones. Okay, vous avez vu peut-être tout à l'heure des petits schémas de réseaux de neurones. Un réseau de neurones, c'est, comme son nom l'indique, composé de neurones qu'on va répartir en couches et on va empiler ces couches les unes à la suite des autres. Michel vous montrera ça tout à l'heure.
et ces couches vont collaborer les unes avec les autres. Alors pourquoi on parle de deep learning, donc d'apprentissage profond? Eh bien, c'est lié tout simplement au nombre de couches qu'on va être capable d'empiler dans un réseau de neurones. Plus on va mettre de couches, meilleur va être le réseau, avec une certaine limite. Et donc, être capable de mettre plusieurs couches va nous permettre d'améliorer nos algorithmes. Le seul souci, c'est que qui dit mettre un grand nombre de couches va complexifier énormément les calculs, et on va avoir des problèmes, en particulier de temps de calcul, on va le voir rapidement. Donc voilà, hein, le schéma général. Un algorithme de machine learning ici, il apprend via des données labellisées, donc on va lui donner un certain nombre de données. On peut dire que plus on a de données, mieux c'est. Qu'est-ce que c'est que des données labellisées? C'est simplement, on dit, ben, ça c'est un spam, ça c'est pas un spam, ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, etc. etc. Une fois que notre algorithme, donc dans sa phase d'apprentissage, a terminé d'apprendre, on va dire à un moment donné, ok, c'est bon, tu as suffisamment appris. Une fois qu'il a terminé, on obtient un modèle, le learn model ici, donc c'est un modèle qui a appris, et on va pouvoir lui soumettre des nouvelles données, et il va être capable de nous faire une prédiction. Voilà. Ça, c'est le schéma général, encore une fois, du machine learning. Le deep learning obéit exactement à ce schéma, mais en travaillant sur des réseaux de neurones. Alors, pourquoi justement le deep learning connaît son âge d'or actuellement? Ici, une première courbe à gauche nous montre les résultats d'un challenge qui s'appelle ImageNet. Donc ImageNet, vous pouvez le trouver, il existe toujours hein, sur Internet. C'est voilà, une grande base de données d'images qu'il faut catégoriser suivant 1000 catégories. Voilà, ici, on va mettre les images de chats, de chiens, de balles de golf, de balles de tennis, etc. etc. Donc, réussir à catégoriser cette catégorie d'images. Vous voyez ici le pourcentage d'erreur des meilleurs algorithmes en fonction de l'année. Donc en 2010, vous voyez, ce n'était pas extraordinaire, on avait quand même quasiment 30%, donc une image sur 3 quasiment, qui était mal catégorisée par le meilleur algorithme. Et puis à partir de 2010, vous voyez que la tendance est claire, pour arriver en 2015 à un taux d'erreur inférieur au taux d'erreur humain. C'est Microsoft ici, hein, avec leur réseau ResNet, qui a atteint ce score. Je ne sais pas s'il a été battu. S'il a été battu, c'est ma pouillème, mais pas grand-chose. Donc on voit clairement cette baisse, enfin cette amélioration des performances, voilà, environ à partir de 2010. La courbe à côté nous montre également l'évolution de l'architecture des réseaux de neurones qui ont permis ça. Quand je dis l'architecture, c'est justement ce fameux nombre de couches. Le nombre de couches ici, il reste bas, et il va commencer à grossir pour atteindre 150 couches en 2015 avec le réseau ResNet. Alors, ce nombre de couches qui est là pour nous expliquer la profondeur d'un réseau, vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas mis des couches, beaucoup de couches plus tôt? Bah, je vous l'ai un petit peu dit, hein, c'est essentiellement lié au temps de calcul qui vont être générés. Plus vous mettez de couches dans votre réseau, plus les matrices que vous allez traiter vont être de taille importante, et donc plus les temps de calcul vont être importants. Vous allez devoir également mettre beaucoup de données dans votre réseau. Donc tout ça, ça fait grossir la taille des matrices que vous allez traiter. Je schématise ici, hein, mais voilà. Donc, quand je dis le temps de calcul, c'est à l'époque ici, hein, avant 2010, je parle de semaines, de mois, voire plus hein, de calcul. Hein, c'est-à-dire que vous lanciez votre réseau de neurones pendant une semaine, 2 semaines, voire 2 ou 3 mois. Vous regardiez le résultat, c'est pas terrible, il faut recommencer. Okay. Donc c'était des choses qui étaient difficilement utilisables. Alors, qu'est-ce qui fait que, aux alentours de 2010, les choses ont changé? Eh ben, c'est 2 choses. Hein. C'est la puissance de calcul dans un premier temps. Hein. Un petit peu avant 2010 est apparu un nouveau paradigme de calcul, c'est le calcul sur carte graphique. On s'est rendu compte à l'époque que les cartes graphiques qu'on utilisait essentiellement pour faire des jeux, eh ben, pour faire du calcul matriciel, ça allait super bien. Hein. Ça permettait d'avoir des gains sur le calcul matriciel du 10 fois, du 100 fois, voire plus, voire 1000 fois plus vite sur certains types de problèmes, hein, pas sur tous les problèmes. Et ce, pour un prix relativement modique. Donc, on s'est rendu compte également que ces cartes graphiques, on pouvait les mettre en parallèle, on pouvait les faire travailler en parallèle, et puis on pouvait mettre tout ça dans le cloud. Donc, du coup, on s'est retrouvé à peu près à cette époque-là avec une puissance de calcul, non pas infinie, mais vraiment très importante, sur justement
le type de problématique qui nous intéresse, en particulier le calcul matriciel. Donc ça, c'est la première chose. Ça nous a permis de faire tourner nos réseaux neuronaux sur des couches, sur un nombre de couches qui était supérieur à 2 ou 3 couches pour arriver à une dizaine ou une vingtaine de couches sans trop de problèmes, entre guillemets. L'autre point important, c'est les données. Pour que votre algorithme d'apprentissage apprenne bien, il lui faut beaucoup de données. Or, il se trouve qu'en 2010, on a assisté à la conjonction à l'avènement de 3 technologies importantes: le mobile, le cloud et les réseaux haut débit. Le mobile, vous imaginez bien, vous prenez des photos, vous les publiez sur les réseaux sociaux, vous envoyez des textos, ça génère une masse de données très importante. Ok, c'est bien, d'avoir ces données, c'est très bien. Maintenant, il faut être capable de les stocker. Mais on est arrivé en même temps sur le cloud. Donc on a eu des solutions de stockage dans le cloud accessibles. C'est bien qu'elles soient stockées, mais encore faut-il être capable de les récupérer ou de les envoyer dans le cloud. Et donc là, pareil, aux alentours des années 2010, on a eu l'avènement des réseaux haut débit. Donc ces 3 facteurs ont fait que les données étaient en quantité suffisante. Elles ne sont jamais en quantité suffisante, mais elles étaient en grande quantité et accessibles pour des prix qui étaient également en chute libre. Donc tous ces paramètres font qu'on a réussi, aux alentours des années 2010, à avoir plus de puissance de calcul et beaucoup de données. Donc, les acteurs majeurs actuels, on en a parlé également bien sûr, c'est les GAFAM. Ils ont des données, ils ont de la puissance de calcul. Quand ils veulent acheter une société qui est sur un domaine qui les intéresse, ils l'achètent. On ne va pas se voiler la face, ils sont aussi capables, et ils le font, d'engager les meilleurs ingénieurs et les meilleurs chercheurs au monde. Donc voilà, ils ont une puissance qui est très difficile, avec laquelle il est très difficile de rivaliser. On n'oublie pas la Chine également, avec des sociétés comme Alibaba ou Tencent, qui deviennent des puissances également dans l'intelligence artificielle. En particulier sur tout ce qui est utilisation de données. Les USA ont moins de scrupules que les Européens à l'utiliser, les Chinois, c'est encore pire, entre guillemets. Beaucoup de startups. Alors, je lisais la semaine dernière une étude d'un cabinet anglais qui expliquait qu'ils ont fait une enquête sur des startups en intelligence artificielle en Europe, et ils ont trouvé en fait que 40% des startups se disant dans l'intelligence artificielle ne faisaient pas d'intelligence artificielle. C'est un souci actuellement, l'intelligence artificielle d'un point de vue marketing, c'est très vendeur. Donc beaucoup de startups disent ok, on fait de l'intelligence artificielle pour avoir accès plus facilement à des financements. Donc voilà, l'intelligence artificielle, on en entend parler un petit peu partout, il faut souvent faire le tri. Alors les applications, bon, elles sont évidemment nombreuses. La voiture autonome, c'est intéressant, c'est le patron d'Apple qui l'a défini, la voiture autonome, comme la mère de toutes les IA, comme la matrice de toutes les intelligences artificielles, dans le sens où la problématique étant tellement compliquée qu'elle touche un panel de techniques et de problèmes qui résument un petit peu tout. Voilà, je passe la parole maintenant à Michel qui va vous parler un petit peu des concepts. Donc avant de décrire quelques travaux de recherche que nous on a fait depuis quelques années, donc je vais introduire juste quelques concepts clés donc, qui ont déjà été évoqués précédemment. Donc là on va parler de réseau de neurones, donc ça repose en fait sur une analogie avec le fonctionnement du neurone dans un cerveau, et donc ça va se traduire, voilà le modèle mathématique qu'on va trouver derrière, avec des entrées qui sont pondérées par ce qu'on appelle des poids synaptiques, et puis ensuite une sommation et une fonction d'activation. Donc ça, c'est un modèle vraiment très grossier. Il y a des modèles un peu plus réalistes dans le sens biologique, qu'on appelle des réseaux de neurones impulsionnels. Mais donc, voilà le modèle mathématique. Et donc, en fait, ensuite, on empile ces neurones pour construire un réseau de neurones. Donc là, en l'occurrence, par exemple, un perceptron multicouche. Et donc, nous, on va s'intéresser uniquement à ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, donc des apprentissages où on a des données d'entrée et on sait les sorties que le réseau doit nous donner. Et donc l'apprentissage, en fait, ça va consister, comme ça a été dit dans la première présentation, à faire de la correction de toutes les connexions qui sont représentées par des flèches ici. Et en l'occurrence, en fait, à corriger les poids qui sont là. Et donc, en fait, l'apprentissage, c'est de l'optimisation. On cherche à minimiser l'erreur, c'est-à-dire ce que va nous produire en sortie le réseau de neurones pour des données d'entrée, et à minimiser l'erreur par rapport à ce qu'il prédit. Et ensuite, on l'entraîne jusqu'à ce qu'il donne quelque chose de satisfaisant, l'idée étant de faire ce qu'on appelle donc de la généralisation et de faire en sorte que pour des données qu'il n'a pas vues, il donne de nouvelles prédictions qui sont correctes et de bonne qualité.
Donc ça, c'est un perceptron multicouche, et donc maintenant on passe dans du deep learning, ce qui a été dit, il y a plus de couches, hein, des neurones différents. Donc là j'ai mis un exemple d'architecture HFR, hein, qui est ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnels. Donc ça c'est celui-ci typiquement qui a été évoqué avec Yann Lequin, hein, qui traite le problème du MNIST, c'est-à-dire reconnaître en fait des chiffres manuscrits, c'est-à-dire des chiffres que les gens ont écrits, hein, entre 0 et 9, et on voit donc le fonctionnement, le réseau il est là. Il n'est pas très profond dans le modèle qui est ici, dans le sens où il y a, voilà, il y a 2 couches qui apparaissent là. Et donc on voit en fait le principe du fonctionnement, hein, c'est que dans ce réseau, vous avez une partie qu'on appelle convolutionnelle, qui utilise des convolutions, qui vont en fait apprendre à extraire des images, des informations, et à partir de ces informations, ensuite, elles vont être agrégées. Donc c'est ce qu'on voit dans l'exemple du bas, hein. Vous voyez, il y a des images en entrée, plusieurs, qui rentrent dans un neurone ici, donc les poids deviennent la partie qui est là. Ça produit une nouvelle image, et puis ensuite on a une phase d'agrégation qui va focaliser l'information. Et donc en sortie de cette partie qui est là, on obtient une information très discriminante qui va permettre de faciliter en fait la phase de classification qui va produire les sorties du réseau, et donc indiquer quel est le chiffre qui a été détecté dans l'image. Donc ça, c'est un exemple pour la classification, et puis ensuite, ce genre d'architecture, on va pouvoir ensuite l'utiliser, l'adapter pour d'autres problèmes. Donc voilà quelques exemples de ce que ça permet de faire, hein, ce genre d'architecture, donc de la classification. Hein, donc dans le domaine médical, il y aura une présentation qui portera sur ce domaine-là. Donc typiquement, identifier sur des images de rétine le niveau de détachement d'une rétine, ce genre de choses, s'il y a une pathologie ou pas. Il y a tout ce qui est analyse de scène, hein. Ce qui est aussi intéressant, c'est tout ce qui est prédiction, en particulier pour faire de la maintenance prédictive, par exemple. Donc arriver à prédire à quel moment une panne risque de se produire pour essayer de l'anticiper, ce genre de choses. Il y a aussi tout ce qui est prédiction de séries temporelles. Dans le monde des mathématiques financières, on essaye de faire ce genre de choses. Vous avez ensuite dans la segmentation aussi de l'analyse toujours de scène, hein. Donc voilà un exemple classique, hein, une image, et puis ensuite on essaye d'identifier, donc vous voyez en vert, il réussit à tracer les vélos, à identifier les personnes, ce genre de choses. Donc nous ensuite, dans ce domaine-là, les problèmes qu'on a traités, donc en 2016, on a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle la stéganalyse. Alors, la stéganalyse, en fait, c'est le dual de la stéganographie, et donc la stéganographie et la stéganalyse, c'est un peu un équivalent de la cryptographie et la cryptanalyse. D'accord ? Dans la cryptographie, l'idée, c'est de chiffrer l'information pour garder le secret. Dans la stéganographie, l'idée, c'est plutôt que de la chiffrer, en fait, on va la cacher. Et donc, l'idée, là, dans l'occurrence, c'est de la cacher dans les images. Et pour la cacher dans les images, eh bien, l'idée, c'est de modifier les pixels. Et l'idée, c'est de modifier les pixels de telle sorte que, naturellement, l'insertion de ce média dans l'image soit le moins détectable possible. Donc, ce qu'on appelle les algorithmes de stéganographie qui font donc de l'embarquement, eh bien, leur objectif, c'est d'arriver à identifier les pixels les plus appropriés dans l'image, de façon à rendre le plus difficile la détection. L'idée, on va dire, de ce genre d'algorithme, c'est typiquement d'identifier les pixels où il y a beaucoup de variations. D'accord ? Donc, on peut imaginer, si vous avez un ciel bleu, si j'insère et je modifie beaucoup de pixels là-dedans, statistiquement, ça va apparaître. Par contre, si je le mets dans certains endroits où il y a des changements, hein, donc typiquement des bords de bâtiments, ça va être plus difficilement détectable. Donc le genre d'algorithme, il fait ça. Et donc la stéganalyse, l'idée, c'est d'arriver à détecter si dans une image, il y a de l'information qui a été mise. Donc on veut juste savoir si potentiellement il y a un message dedans ou pas. On ne veut pas chercher à l'extraire. Et donc l'approche classique, avant on va dire les réseaux de neurones, c'était donc une phase en 2 phases. Une phase où en fait vous aviez beaucoup de maths qui étaient utilisées pour calculer plein de caractéristiques. Et ensuite une phase de classification à partir de ces informations. Et donc si on regarde ces 2 phases, c'est exactement ce que fait le réseau ici, hein, qui est là, où grosso modo vous avez un changement d'extraction de caractéristiques à partir des données d'entrée, et ensuite vous avez le classifieur qui est ici. Et donc, eh bien, il y a eu des travaux qui ont été démarrés pour essayer de construire un réseau de neurones convolutionnels pour arriver à détecter les images qui sont stéganographiées. Donc ça, c'était notre objectif initial. Et notre objectif aussi, c'était de faire ça en aveugle. Alors, ce que j'appelle en aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance quel est l'algorithme qui a été utilisé, parce que chaque algorithme fonctionne un peu différemment, hein. Et donc, si on apprend spécifiquement pour un algorithme, eh bien, potentiellement, on aura de moins bonnes performances pour d'autres méthodes. Donc en 2017, le résultat qu'on a réussi à obtenir, c'est le meilleur stéganiseur lorsqu'on l'a publié, et qui combinait en fait le stéganiseur réseau de neurones convolutionnels qui permettait d'obtenir le meilleur résultat à ce moment-là. Alors ce n'est pas nous qui l'avons construit, ce réseau-là, je vais le montrer après. Et dans cette approche, on continue quand même toujours à utiliser l'approche classique, parce qu'en fait le réseau de neurones, dans certains cas de figure, en fait, fait moins bien que l'approche classique. Donc en fait, ce n'est pas une solution universelle, hein. Il y a des cas de figure, on va le voir sur des images après. On comprend assez bien pourquoi il fonctionne, et d'autres cas où il fonctionne moins bien.
Donc à l'époque où on s'est intéressé, voilà le réseau de neurones profond qui permettait d'obtenir une meilleure performance. Hein. Donc c'est un conditionnel, une image d'entrée. Et ici, vous avez donc, comme dans l'exemple précédemment de la classification, des neurones conditionnels qui vont en fait changer la donnée d'entrée. Et à la fin, ce qui sort, donc c'est un vecteur avec 128 valeurs. C'est ça qui va remplacer en fait l'image d'entrée qui fait 512 par 512. Et ensuite, vous avez ici deux sorties qui me disent, ben oui, il y a une information cachée dedans, ou non, il n'y en a pas dedans. Et donc, au démarrage, nous, on s'est dit, on va essayer de faire mieux. Hein. Donc, on a essayé de refaire un réseau de neurones du même style qui donne de meilleures performances. On n'a pas trop réussi. Donc, on s'est dit, il y a ce réseau qui est le plus performant. On va regarder dans quel cas de figure il ne fonctionne pas. C'est-à-dire dans quel cas, pour quelles images, il n'arrive pas à donner de bonnes informations. Et est-ce que par hasard, pour ces images-là, effectivement, l'approche classique ne ferait pas mieux. Donc là, je vous ai mis 4 images où, dans les 2 images du haut, c'est là où le réseau de neurones arrive à faire la détection. Donc là, vous voyez les images telles qu'elles apparaissent une fois que le message a été inséré. Et l'image qui est là, ça donne les pixels qui ont été modifiés. Alors les modifications sont très faibles. Hein. Et donc on voit que dans les images qu'il arrive à détecter, en fait, l'embarquement, les algorithmes ont modifié les pixels essentiellement dans les bords, ici des bâtiments, et on retrouve la structure. Et donc ça, le réseau de neurones conventionnel arrive à le détecter. Si on regarde les images du bas, là, vous voyez que dans les images où il montre ce qui a été modifié, en fait, il n'y a pas de structure. Ça ressemble à du bruit, donc en fait, tous les pixels sont très dispersés. Et donc ça, le réseau de neurones n'arrive pas à bien les détecter. Et par contre, l'approche classique arrive à le faire. Et donc, on voit qu'en combinant les deux, on arrive éventuellement à obtenir de meilleurs résultats. Hein, et donc, de bien montrer qu'effectivement, les réseaux de neurones permettent, dans certains cas de figure, d'obtenir de meilleures performances que les approches classiques, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a fait donc sur la séquence-analyse. Ensuite, on s'est intéressé au débruitage d'images. Donc les images peuvent être bruitées en général lors de la phase d'acquisition, hein, c'est-à-dire ça peut aller de quelques pixels qui sont morts liés au capteur dans une image, jusqu'à des images où ça ressemble grosso modo essentiellement à du bruit. Hein. Donc ça, c'est le cas un peu extrême. Donc là, vous avez une image satellite de Google Images, et ici, vous avez l'équivalent, en fait, pris par un radar. Et donc là, c'est lié à la façon dont l'acquisition est faite. Hein. Donc on voit, ça ressemble beaucoup à du bruit. Il y a des informations qu'on voit ici qui ont été perdues. Hein. Et donc l'objectif du débruitage, c'est d'arriver à reconstruire une image qui donne plus d'informations. Et dans l'objectif surtout que du point de vue de la qualité visuelle, elle soit intéressante pour l'être humain. Donc là, à nouveau, on a fait ça avec un réseau de neurones. Hein, et on voulait pouvoir traiter sans savoir à l'avance comment l'image avait été bruitée. Et naturellement, dans l'idée d'obtenir des images débruitées qui sont meilleures que celles que donnaient les approches classiques et d'autres réseaux de neurones. Donc là, je vous donne le schéma du réseau de neurones. Alors, il s'agit toujours de neurones convolutionnels, hein, du même style que ce qu'on a vu dans les 2 réseaux précédents. La différence qu'il y a, c'est que vous avez l'image d'entrée, la bruitée, elle rentre ici, et ensuite, vous avez une phase de compression qui, à la fin, va sortir ici un ensemble d'images qui font plus que 2 pixels sur 2, à la place de 512 par 512. Donc en fait, cette compression, l'idée, c'est qu'à terme, ça va garder l'information la plus prépondérante et permettre de supprimer le bruit. Après, naturellement, il faut reconstruire l'image. Hein. Donc vous avez une phase de décodage ici, qui reconstruit les images de résolution au fur et à mesure plus grande. Hein. Naturellement, la compression fait qu'on perd quand même, en particulier, de l'information sur les détails. Et donc, vous avez les connexions qui sont en bleu ici, qui vont permettre de récupérer les détails qu'on a perdus en compressant. Et donc, au final, on obtient de nouveau une image de sortie qui a la même taille que l'image d'entrée. Donc ça, c'est une architecture assez classique hein, qui s'appelle UNet. On voit la forme du U qui est ici, hein, donc qui peut être utilisée ici pour faire du bruitage, mais elle sert aussi à faire de la segmentation pour bien d'autres choses. Hein. Donc voilà ce qu'on a obtenu comme résultat. Vous avez ici l'image d'origine, l'image bruitée, hein, donc on voit bien le bruit qui apparaît là. L'image débruitée avec notre approche, qu'on retrouve ici, et ça, c'est un autre réseau de neurones concurrent. Alors on voit que notre approche donne en fait de résultats visuellement et de meilleure qualité que celui-ci, hein, et en particulier ici dans la partie ombrée, on retrouve plus de détails. Alors on a fait naturellement des mesures statistiques assez classiques hein, qui montrent que notre approche est meilleure que l'approche classique, et le concurrent qui est là, et d'autant plus que le niveau de bruit est élevé. Donc on a un autre exemple ici hein, avec un oiseau dans des plantes. Donc là, à nouveau, d'origine bruitée, l'image débruitée avec notre approche et le débruité avec le concurrent où ça semble plus flou. Hein, donc on voit qu'il y a plus de détails qui ont été perdus. Là, vous avez, donc ça c'était pour du bruit additif. Le bruit additif, c'est en fait des valeurs aléatoires qui sont rajoutées, hein, additionnées aux pixels. Et vous avez du bruit multiplicatif, donc qui va avoir des images bruitées qui sont naturellement, le bruit est plus fort et donc on perd beaucoup plus d'informations. Donc là, vous avez à nouveau l'image d'origine, l'image bruitée, et là, ce que donne le débruité.
Donc le niveau de bruit est plus fort, hein, donc ce qui fait qu'en termes de reconstruction, on retrouve de l'information, mais naturellement comparé aux images additives, il y a plus de détails qui ont été perdus. Donc ça, c'est 2 travaux terminés, qui ont été publiés. Donc maintenant, je vais vous parler brièvement d'autres travaux qui sont en cours. Donc sur la prédiction, on a un collègue qui travaille dans le cadre d'un projet Interreg avec les pompiers du Doubs, hein. Donc les pompiers, ils interviennent tous les jours, donc ils ont des personnels qui sont en garde. Et donc ce qui les intéresse, c'est de pouvoir dimensionner en fait les personnes qui sont mobilisées en garde sur les différentes casernes, hein, et essayer dans la mesure du possible d'adapter et d'avoir l'effectif le plus juste. Donc naturellement, les pompiers ont des historiques sur les interventions, hein, les jours, quel type d'intervention et ainsi de suite. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de prédire, de savoir, leur dire tel jour, voilà quel est le niveau d'intervention qu'il risque d'y avoir, de façon à ce qu'ils puissent anticiper, mettre les bons moyens et aux bons endroits. Donc ils ont des informations. Alors je vous montre quelques résultats préliminaires, hein. Donc ça, c'est les courbes d'intervention, hein, qui évoluent avec le temps. Et on voit en rouge, ça c'est ce que donne un réseau de neurones qu'on appelle un LSTM. Donc c'est un réseau de neurones un peu plus compliqué que ce que je vous ai décrit. Et on voit qu'en fait il arrive à retrouver la tendance, hein. Alors naturellement, des pics nets, il ne met pas nécessairement en évidence. Alors quand même à côté, vous avez en vert ici une approche un peu plus classique qui donne aussi des performances qui sont tout à fait pertinentes. Donc ça c'est pour la prédiction donc de séries temporelles. Et puis, on a plus récemment donc démarré un travail dans le domaine médical via un autre projet qui porte sur le myocarde. Donc là, c'est de la segmentation. Donc l'idée, c'est en fait, quand quelqu'un a eu un infarctus, à l'issue de l'infarctus, le médecin, le cardiologue, en fait, va donner un traitement à ce patient pour qu'il arrive à recouvrir la meilleure fonction cardiaque. D'accord ? Et donc, pour faire ça, en fait, il faut avoir une idée de l'étendue, de la façon dont le cœur a été lésé. Et donc, pour faire ça, le patient fait des IRM, hein, et donc ensuite, il y a une analyse de ces images. Et donc, l'objectif du projet, c'est d'arriver déjà dans une IRM à trouver le muscle cardiaque, hein. Donc là, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Donc, c'est les zones que vous voyez qui sont rondes, là, en rouge. Donc ça, on arrive à le faire, on va dire, assez bien. Après, nous, l'objectif, c'est d'aller un cran plus loin. C'est dans cette partie-là, il faut arriver à segmenter plus finement en disant, voilà, telle partie, elle est morte. Le muscle est vraiment mort, telle partie n'est pas complètement morte, on va pouvoir la récupérer. Et ensuite, une fois que le cardiologue a cette information, il va pouvoir choisir le meilleur traitement pour le patient, pour lui éviter éventuellement des complications. Donc voilà, ça c'est un projet qui a démarré avec une thèse en fin d'année passée. Voilà, il y a d'autres projets qui ont démarré et que je n'ai pas présentés, qui portent par exemple sur la cybersécurité. La cybersécurité, c'est un domaine aussi où le machine learning est très à la mode et très utilisé pour essayer de détecter des anomalies dans des signaux, ce genre de choses. Donc là, on vous a décrit à peu près un certain nombre de travaux. Alors naturellement, hein, c'est une présentation très simplifiée, hein, comme on a vu un peu le principe. Hein, donc c'est la mise à jour des poids du réseau. Donc il faut garder à l'esprit que l'apprentissage, c'est de l'optimisation, qu'il y a des algorithmes d'optimisation derrière, que le zoo des réseaux de neurones, c'est-à-dire les architectures un peu type, est très étendu. Hein, donc là, j'en ai décrit quelques-unes, mais il y en a bien d'autres. Hein, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ce qui est à retenir, si ça vous intéresse, dans la formation, c'est que beaucoup d'environnements de développement deep learning utilisent en fait du Python. Hein. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, dites-vous qu'il faut s'intéresser au Python. Ça vous servira. Et voilà, donc pour conclure, le deep learning en fait évolue. Hein. Donc il y a des nouvelles architectures qui apparaissent pour traiter différents problèmes. Et l'idée, c'est naturellement, pour que ça fonctionne, c'est d'avoir des données. Il faut bien voir qu'en général, quand nous on publie des travaux, le code est mis à disposition sur Internet. C'est-à-dire d'autres chercheurs peuvent le récupérer et l'utiliser pour comparer même leur approche. Hein. Donc l'élément important, en général, c'est on peut trouver le code, mais c'est en particulier d'avoir ensuite les données qui vont permettre d'exploiter ce code et ensuite de le faire éventuellement, de l'adapter pour essayer d'avoir des performances meilleures ou l'adapter pour un autre problème. Voilà, j'en ai terminé la présentation. Si vous avez des questions. Oui. Non, ça me dit rien. Enfin, du moins dans notre équipe, ça me dit rien. Peut-être que dans d'autres équipes, qui avait présenté ça.
Alors c'est peut-être qu'il avait comme. Il Alors avait- il faut il bien a voir. peut-être commencé et puis, Oui, il faut puis bien voir derrière qu'il il y a n'a pas eu les résultats. hein, Il y a c'est des possible, périodes ça. où on explore pas mal de sujets et puis après ça se traduit ou non par des projets de recherche. Effectivement. Donc c'est possible qu'il ait présenté effectivement à un moment donné quelques résultats parce que lui effectivement explore pas mal de choses qui éventuellement ne deviennent pas des projets de recherche effectivement concrets.